êtes avec Alex sur Radio J pour votre émission The Digital Theory. Nous nous retrouvons comme toutes les semaines pour une demi-heure de rire, de coups de cœur et de coups de gueule où nous parlerons toujours plus de réseaux sociaux, toujours plus de business, toujours plus d'entrepreneuriat, toujours plus de digital. Et comme cette émission est la vôtre, nous vous invitons à commenter et à réagir sur les réseaux sociaux The Digital Theory sur Instagram et sur Twitter ou en likant notre page Facebook The Digital Theory. Je suis avec et toujours ma chroniqueuse star, celle qui est toujours avec moi, Chagall Bitbull, fondatrice de la Kinner Gallery. Bonjour à tous. Cette semaine, avec nous, Maître Benjamin Chemla, qui nous répondra à toutes vos questions que vous avez posées sur les réseaux sociaux. Et notre invité du jour, Richie Mazik, qui nous parlera de la viande cachère. Salut. On laisse un peu de suspense pour après. Donc le programme est comme d'habitude très chargé. Vous aurez le droit à une nouvelle rubrique, puis le tour des réseaux de Chagall. Enfin, Benjamin répondra à toutes vos questions sur comment créer une entreprise ou si vous avez déjà une entreprise et que vous en sortez ou vous en sortez pas. Et puis, nous recevrons après une pause musicale notre invité, Richie Mazik, président de la viande cachère. Voilà. Est-ce que tout le monde va bien ? Parfaitement bien, merci. Génial. Super Alex. Super, du coup on commence, mais j'aimerais dire avant que vous pourrez retrouver cette émission sur la chaîne YouTube Radio J et sur le nouveau site www.radioj.fr ou en téléchargeant les applications Radio J sur Apple Store ou Google Play. Donc n'hésitez pas, vous pourrez la revoir, la revoir, on s'en lasse jamais. Voilà, on commence avec la nouvelle rubrique. Donc on a choisi de réagir à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais d'une manière un peu différente. On va prendre que vos réactions. Et l'événement qu'on a choisi, c'est pas un événement joyeux, mais on a laissé 2 semaines que ça décante un petit peu. Et c'est vrai que vous savez tous, on en a parlé partout, qu'il y a eu la marche pour Sarah Halimi. Donc je pense que ça a été très traité. Mais nous, en plus, il y a eu un jour spécial il y a quelques jours, c'est l'anniversaire de la mort de Ilan Halimi. Et donc, du coup, on s'est dit que c'était la bonne occasion de vous donner à vous la parole. On a été voir un peu les réactions après la marche sur les réseaux sociaux. Donc, je vais commencer. Il y a eu malheureusement des tweets très antisémites. C'est-à-dire que même avec un acte antisémite, on continue. Ceux-là, j'ai choisi de ne pas les lire parce que je ne leur donnerai pas de vitrine. Mais il y a eu aussi beaucoup de tweets qui se demandaient pourquoi il n'y avait pas assez de personnes, pourquoi l'État ne soutenait pas. J'aimerais lire celui de Collage Féminicide Paris, collage dans la nuit de dimanche à lundi, en fémage à Sarah Halimi. Nous n'avons pas pu terminer notre slogan car nous avons été interrompus par la police. Donc c'est un peu triste que le seul moyen de parole il a été interrompu. C'est scandaleux. En vrai, c'est scandaleux. Bon, après, c'était du débordement à l'ordre public, mais voilà. Il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux. Nous n'étions pas assez nombreux. Où êtes-vous ? Pourquoi il n'y a que des Juifs ? Où sont les Français ? Je croyais que les Français étaient Charlie. C'est beaucoup ce qui est ressorti. C'est vrai, on y était. On y était. Et on peut dire qu'il y avait du monde. Et bravo à ceux qui se sont déplacés. Mais c'est vrai que pas assez se sont déplacés. C'est vrai que ça rappelle aussi les mobilisations. Enfin, quand on parle où étaient les Français, où étaient les autres personnes, ça rappelle un peu ce qui s'est passé au cours des précédentes manifestations de soutien, que ce soit pour Ilan Halimi, que ce soit pour Toulouse. C'était impressionnant. Et qui contraste un peu avec ce qui se passait dans le passé, notamment par rapport aux attentats de la rue de la synagogue Copernic ou de Carpentras, où on avait des millions de personnes dans les rues. Ouais. Donc on va laisser le doute aux gens, c'était pendant les grèves, et on se dit que c'est peut-être dû à ça. On se dit aussi que peut-être que on en a marre de parler d'antisémitisme, pas parce que c'est pas un sujet important, mais parce qu'on en souffre tous les jours. Et aussi, je relève beaucoup de posts quand même que j'aimerais dire sur les réseaux, Facebook et Twitter, qui disent où étaient nos responsables communautaires. Je n'ai pas vu le CRIF, je n'ai pas vu l'UEJF, je n'ai pas vu tous ceux qui se proclament d'habitude le droit de parler pour nous. Où étiez-vous ? Et c'est vrai que c'est une question qu'on s'est posée. C'est vrai que c'était des grands absents. On se demandait où ils étaient. Alors voilà, si vous avez une réponse, je la veux bien. Alors nous, on n'a aucun problème avec eux parce qu'on s'entend même plutôt bien. J'aime beaucoup les responsables du CRIF. Mais c'est vrai que on se demande même en tant que personne, parce que là, c'est pas une question d'organisation, c'est les personnes. Pourquoi c'est vrai qu'on les a pas vus, pourquoi ils ont pas réagi à tous ces posts, parce que moi j'en ai vu, j'en ai compté, et c'est ce que j'ai vu, j'en ai compté 100 quoi, qui disaient ça. Minimum. Mais j'ai quand même été voir quand même sur le site du CRIF, ils avaient relayé les marches en province organisées par eux, mais pas celle organisée à Paris, ou sinon par une ligne, par un article qui s'appelait France Antisémitisme, un dimanche de marche en l'hommage à Sarah Halimi. Il y avait une phrase et surtout le retweet d'Anne Hidalgo, je n'oublie pas Sarah Halimi, dont la mémoire ne me quitte jamais, comme tous les morts liés au fanatisme antisémite. Mais elle n'était pas là. Elle a envoyé Patrick Lugman, qui serait venu, à mon avis, de toute façon. Oui, heureusement d'ailleurs qu'il y a Patrick Lugman qui est toujours là, mais c'est vrai que c'était un peu la facilité. Elle a préféré tweeter que se déplacer dans le froid. Sachant que Hôtel de Ville, c'est pas très loin de République.
Ou alors, il y avait tellement de fils, bus, vélos et de travaux qu'elle n'a pas pu se déplacer. On se pose la question. Voilà, si vous aussi, vous voulez réagir et nous donner des réponses, vous commentez et vous réagissez sur The Digital Theory. Voilà. Et maintenant, un peu plus joyeux ou pas pour ta chronique ? Non, je suis désolée. Je suis désolée, c'est pas une semaine très joyeuse, mais ça va être intéressant, j'espère. D'accord. Alors, Alex vient de nous parler de Sarah Halimi. Et aussi, du coup, on n'oublie pas que dernièrement, c'était aussi malheureusement le triste anniversaire du décès de Ilan Halimi. Et j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous vous rendez compte que j'ai 27 ans ? C'était il y a 14 ans. C'est-à-dire que la plus grande moitié de ma vie, je l'ai vécue avec une menace antisémite dans ma tête. Et aujourd'hui, donc, comme vous avez compris, on va parler d'antisémitisme et de devoir de mémoire. Et à travers le digital. À travers le digital, vous inquiétez pas. Et j'ai vu la dernière enquête IFOP de la semaine dernière. Elle dit que 34%, donc un tiers des juifs français, ne se sentent pas en sécurité en France. Et attendez, accrochez-vous bien pour ce chiffre-là. 84% des 18-24 ans, 84%, a déjà vécu une attaque antisémite. Ou une insulte antisémite. Enfin, en tout cas, a déjà été victime d'antisémitisme. Donc, on entend souvent dire qu'Internet est une des clauses de ce déversement de haine. Donc, comme on a vu sur Twitter, ça ne s'arrête pas. Mais heureusement, le digital peut aussi être une arme contre cette haine et cet antisémitisme. Donc, il y a 2 initiatives dont j'ai envie de vous parler, que j'ai vues sur les réseaux sociaux. La première, c'est celle qui a été faite par le Congrès juif européen la semaine dernière, qui a décidé de lancer une campagne virale nommée Stop This Story, que vous pouvez voir sur Instagram et sur YouTube. Ça consiste à faire de très courtes vidéos, très bien réalisées, avec une date en haut, un portrait au milieu et un fond qui change. Donc en fait, c'est une frise chronologique animée qui va suivre la vie d'une femme qui s'appelle Ruth Weistheimer, qui avait 11 ans en 1939 en Pologne, et on la voit jusqu'aujourd'hui en 2020. Et donc, on voit son portrait qui évolue au fil des années et derrière elle, les actions antisémites qui ne s'arrêtent pas. C'est vrai qu'à notre époque, nous, les jeunes, on a l'impression, plus ou moins, vous allez me dire si je me trompe, mais que entre la Shoah et Ilan Halimi, ça allait. Mais en fait, quand on voit cette vidéo, enfin, toutes ces vidéos, parce qu'en fait, c'est plein de micro-vidéos, on voit que en 82, en 80, en 60, en 94, ça ne s'arrête pas. Il y a des tonnes et des tonnes d'événements importants. Et donc, c'est très bien de nous rafraîchir la mémoire et de le faire dans ce format-là, qui est très accessible à la jeunesse. Quand on a préparé l'émission, pour être honnête, on a discuté justement avec Chagall de ça, où elle me disait, moi, à partir d'Ilan Halimi, il y a eu un tournant, mais je sentais pas, en tant que jeune de moins de 25 ans, l'antisémitisme. Et c'est vrai que, par exemple, Benjamin et moi, qui étions à l'école ensemble, je pense qu'on n'a pas le même vécu, parce qu'à l'école juive, nous, on était déjà préparés à l'antisémitisme. On avait déjà le sas, on avait les insultes en sortant de l'école, donc on n'a pas eu le même vécu. Non, mais moi, j'étais à l'école laïque, j'ai eu des salles juives, mais c'était tellement rare que j'en ai pas fait une histoire. C'est-à-dire que je me suis pas dit que c'était réel. C'était vraiment très, très occasionnel. Alors qu'après, on s'est dit c'était c'était vraiment réel. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, quand on voit l'accumulation de tous ces attentats, ces attaques, ces tags, ces massacres, tout ça, on prend vraiment conscience que c'est pas anodin et que c'est pas fini malheureusement. Et on espère vraiment que ça aura un impact, parce que c'est une époque qui réécrit beaucoup l'histoire à sa guise et qui a du mal à conserver la mémoire, parce que les jeunes ne lisent plus de livres, vont plus au musée. Donc du coup, on a décidé d'aller les chercher là où ils sont, donc sur les réseaux sociaux. Donc il y a cette fameuse campagne Stop This Story que je vous invite à aller voir. En fait, vous allez voir dans les stories de beaucoup de personnalités publiques, comme Reuven Rivlin et d'autres, et aussi de beaucoup d'anonymes, comme moi, où on peut mettre en story sa main comme ça, et qui écrit Stop This Story, et un lien sur la page, que ça permet de diffuser au maximum l'information. C'est la campagne avec Bar Raffaeli ? Exactement, avec Bar Raffaeli aussi, notamment. Vous pouvez lire un article sur le site de Radio J où on en parle. Exactement, je crois que je l'ai vu. Ça m'a aidé à préparer. Donc voilà, et l'autre chose dont je voulais vous parler, qui est une autre technique pour toucher la jeunesse, c'est l'identification aux victimes. Ça veut dire que nous, on connaît la Shoah, ça nous a énormément frappé, toute ma génération, c'est quelque chose qui nous a accompagnés toute notre vie. On a lu des livres, on a vu des films par centaines. Maintenant, les gens le font moins. Et on a peur que les jeunes soient moins sensibles à Anne Frank, par exemple, parce qu'ils vont pas lire le livre. Donc, pareil, il y a une campagne incroyable que j'ai vue l'année dernière qui s'appelle Eva Stories, que je vous invite, mais à tout prix à aller voir. Sur Instagram. Sur Instagram, mais Instagram et YouTube, tu l'as vu ? Exceptionnel. Mais c'était exceptionnel. C'est-à-dire qu'en fait, on suivait une jeune fille de 14 ans, en 1939, qui a vraiment vécu, qui s'appelait vraiment Eva, et qui malheureusement n'a pas survécu à Auschwitz. Et on la voyait en tant que elle-même, en train de faire ses stories dans sa chambre. Elle voulait être reporter, donc
c'est un peu une façon de lui faire réaliser son rêve à travers le temps. Et on la voit suivre ses journées normales en 1939 avec ses copains, ses copines, ses amoureux, ses parents, ses espoirs. Et peu à peu, on voit que l'histoire, l'histoire, la grande histoire se déroule à travers la petite histoire. Et c'est vraiment marquant parce que il y a vraiment ce côté d'identification qu'on a moins en tout cas personnellement, je me prononce pas pour tout le monde, mais qu'on a moins avec les victimes de la Shoah parce que c'était une autre époque, un autre monde. Qu'on a eu par exemple avec Ilan Halimi où c'était un jeune de notre âge en jean qui ait mangé Boulevard Voltaire, comme nous. Donc voilà, et je trouve que c'est très très important d'avoir fait ça. Alors vraiment, Eva Stories, allez-y, courez-y. C'est bouleversant, je l'ai revu et c'est vraiment bouleversant. Merci pour vraiment de nous avoir fait connaître ces contes. Moi, j'irai, j'en avais déjà vu, mais j'y retournerai. Donc, on va se retrouver après une musique de Ben et Static Tavori pour plus de business avec notre invité Richie Mazig et maître Benjamin Chemla. Et on a choisi la nouvelle de Ben et Static Tavori parce que c'est un featuring avec Pitbull. Donc, c'est la musique israélienne qui s'exporte encore et c'est toujours. Nouveau avec Alex sur Radio J pour votre émission The Digital Theory et nous retrouvons pour une partie business et nous sommes avec maître Benjamin Chemla qui répondra à toutes les questions que vous avez posées sur les réseaux sociaux. On commence très vite parce que malheureusement comme d'habitude on n'a pas beaucoup le temps. Donc on commence par tout simple, je commence mon activité. Quelle est la forme d'entreprise la plus avantageuse pour moi ? Alors, pour répondre à cette question, il y a plusieurs éléments à prendre en considération. Première considération, si vous souhaitez protéger votre patrimoine personnel de vos créanciers professionnels, il peut être intéressant de se tourner vers une société avec une responsabilité limitée. J'entends par là une SARL, une SAS, voire même une SA, qui est quand même des conditions un peu plus compliquées. Donc, notamment, il faut 2 associés et un capital social minimum. Donc, première considération. Deuxième considération, il peut y avoir une considération fiscale qui peut dépendre de votre taux marginal d'imposition, c'est-à-dire votre taux maximum d'imposition à l'impôt sur le revenu. S'il est de 45%, vous pouvez avoir un avantage à passer par une société à l'impôt sur les sociétés, dont le taux est aujourd'hui à 28% et qui aura vocation à baisser par la suite, puisqu'il atteindra 25% en 2022, pour permettre à la France de s'aligner sur ses voisins européens. Enfin, exactement. Autre considération plutôt sociale, puisque rémunérer un dirigeant qui soit d'une SAS ou d'une SA coûte un peu plus cher dans la mesure où les cotisations sociales peuvent s'élever et atteindre à peu près 70% de la rémunération, tandis que si vous rémunérez un entrepreneur, enfin une personne, un dirigeant qui soit un dirigeant majoritaire d'une SARL, étant donné que ce dirigeant est considéré comme un indépendant, les cotisations seront plus aux alentours de 50%. Enfin, il y a peut-être également une dernière considération, c'est la possibilité de plus tard s'associer ou de faire rentrer des investisseurs dans une société, auquel cas les formes individuelles seraient à proscrire. Mais par exemple, j'ai une idée et j'ai pas beaucoup de budget, je suis pas sûre, je veux me lancer. Est-ce que je dois créer une entreprise ? À partir de quand je suis vraiment obligée d'en créer une ? Alors, vous n'avez pas d'obligation de créer une entreprise, tout dépend de votre activité. Si vous exercez une activité commerciale à titre principal, vous aurez cette obligation. Et néanmoins, on peut rappeler tous les points qui ont été évoqués dans la question précédente, à savoir les avantages, les considérations qui soient fiscales, sociales, le fait de protéger votre patrimoine personnel, au-delà de la résidence principale. Vous avez également le fait, si vous voulez émettre des factures,
pour qu'une facture soit considérée comme étant légale, il faut que vous ayez un numéro de TVA qui est délivré par le service des impositions des entreprises et également que vous ayez un numéro de sirène qui est délivré par l'INSEE. Auquel cas, ce qui permettrait notamment aux prestataires avec qui vous traitez de récupérer la TVA, par exemple. D'accord. Et on peut changer en cours de route, pardon. On peut changer en cours de route. Oui. Voilà. Après, parfois, il y a des coûts. Si vous changez, passez d'une société à une autre, il peut y avoir ce qu'on appelle la cessation d'entreprise et ça peut engendrer des coûts fiscaux qui seront assez importants. Donc, il vaut mieux anticiper au préalable, en amont, la décision. C'est marrant parce que je sors de mon bilan depuis 2 jours et je sais pas si c'est mon expert comptable qui me déteste ou moi qui déteste mon expert comptable, mais il y a une question de Carole qui dit: ai-je l'obligation de faire appel à un expert ? Légalement, il n'y a pas d'obligation de passer par un expert comptable pour faire sa comptabilité. Enfin, plus précisément, un bilan. C'est-à-dire que vous pouvez tout simplement internaliser votre comptabilité, la faire vous-même. Le dirigeant peut faire sa comptabilité, ce qui peut être avantageux, notamment si vous êtes au régime de la micro-entreprise, auquel cas vous avez un forfait, donc un abattement, et vous n'avez pas besoin d'un comptable, si ce n'est pour vous faire assister, si par exemple vous êtes assujetti à TVA. Autrement, vous pouvez également externaliser votre comptabilité et dans ce cas-là, vous avez une obligation légale de passer par un expert comptable qui va donc vérifier si vos comptes ne présentent aucune anomalie, va certifier vos comptes et vous délivrer une attestation. Cette attestation notamment vous permettra d'éviter d'attirer les regards de l'administration fiscale, donc d'éviter d'avoir des contrôles par la suite et également de commettre des erreurs. Et qui dit erreur dit pénalité. Si vous souhaitez internaliser votre comptabilité et que vous faites des erreurs, il y aurait possibilité d'avoir des sanctions. Ok. Mais le problème, c'est que j'ai créé ma société, mais elle marche pas. Est-ce que je vais continuer à payer l'URSSAF et le RSI ou Alors, le RSI n'existe plus puisqu'il a été remplacé récemment par la Sécurité sociale des indépendants, qui est l'organisme qui justement chargé de recouvrir ces cotisations sociales auprès des contribuables et pour les reverser à d'autres organismes, notamment dont l'URSSAF. Si vous êtes salarié, que vous avez une fiche de paye à 0, en principe, pas de problème, vous n'aurez pas de cotisation. En revanche, si vous êtes indépendant, il y a néanmoins un certain montant de cotisation que vous aurez à quitter et vous aurez aussi, bien que vous déclarez peu, voire pas de revenus, l'obligation de réaliser une déclaration sous peine d'avoir une amende, je crois, de 51 € pour l'année 2019. Alors, Maître Benjamin Schmelin est très populaire parce qu'on a eu des tonnes de questions sur les réseaux. Il y a aussi « Je souhaite transmettre mon patrimoine, comment faire ?» Il y en a d'autres aussi sur l'entreprise. Les nouveautés aussi de la loi de finances pour 2020, mais on n'a plus le temps. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'ils reviennent et qu'ils répondent à l'autre partie des questions la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Et maintenant, vous l'avez attendu toute l'émission, nous recevons Richie Mazig, le PDG de la nouveauté, la viande cachère. Depuis quelques jours, vous avez dû en entendre parler vu qu'on est jeudi. Et alors déjà, parle-nous un peu de toi. Bon, alors nous, on est une société qu'on a ouverte assez récemment, qui s'appelle laviandecachère.fr. On est parti d'un constat qui était assez simple, c'est qu'on avait à peu près 70% des juifs en France qui n'avaient pas accès à de la viande cachère chez eux. On prend l'exemple, alors nous, je parle de nous les associés, on est niçois. Donc en prenant l'exemple de Nice, mon associé qui est un ancien boucher, des villes comme Toulon, etc., qui étaient assez proches de Nice, ils étaient obligés de venir se fournir chez nous. À ce moment-là, on a commencé à se rendre compte qu'il y avait un réel potentiel de pouvoir avoir, plutôt qu'une boucherie dans un seul département, avoir un laboratoire en centre de la France qui nous permettrait de travailler de la viande fraîche, française, et de pouvoir redispatcher dans toute la France, et ce qui répondrait en fait à une demande, à une grosse demande, parce que je pense qu'il y a beaucoup même des internautes qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont à la recherche de pouvoir avoir ce type de produit. C'est génial. Voilà. Non, vraiment, c'est génial. Merci. Entre la province et les gens qui sont âgés ou qui peuvent pas sortir de chez eux, c'est vraiment génial. Alors en fait, il y a plusieurs points effectivement. Pour les gens âgés qui sortent pas de chez eux aussi, on essaie d'adapter le site internet pour que tout le monde puisse le comprendre. Avec vraiment on a mis en place des systèmes technologiques et techniques pour vraiment pouvoir proposer une solution simple, efficace. Je prends un exemple typique, mais aujourd'hui on a résolu le problème du panier, où on peut, à partir du moment où on a passé une commande, la semaine d'après, sur le site, dès qu'on arrive, le panier est toujours le même. Si on a commandé par exemple mercredi pour Shabbat, pour recevoir la viande jeudi, eh ben on peut, la semaine d'après, recommander le même panier que la semaine d'avant. On a pas mal de systèmes de Pâques aussi, si on est en Shabbat. Il y a plusieurs solutions et on a réfléchi, voilà, encore une fois, à plusieurs techniques pour pouvoir répondre à toutes les demandes possibles. Ce qui est génial, donc ça s'appelle laviandecachère.fr, c'est pas un hasard, c'est parce que c'est uniquement digital, donc il n'y a pas de boucherie, c'est un e-commerce. C'est ça. Et on peut commander sur toute la France. Exactement. En fait, on est dans un laboratoire en centre de la France. Alors, on parle de la France, mais il y a aussi la Suisse. Donc tout ce qui est France métropolitaine, Suisse, on délivre tous les endroits.
sans aucune exception. On part d'un principe qui est simple, en fait. Et c'est vraiment les 3 piliers qui forgent notre boîte. C'est si on délivre de la viande de qualité à un prix correct, en temps et en heure, si on réunit ces 3 éléments-là, on est garanti que n'importe quelle personne qui va venir acheter de la viande chez nous, elle reviendra la semaine d'après et elle sera contente de l'offre qu'on peut lui proposer. Donc, je sais, pour être dans les confidences, que les précommandes vont bientôt ouvrir. Exact. Mais on peut déjà se rendre sur les réseaux sociaux Exactement. et sur le site internet. Je te laisse nous les donner. Alors, le site internet, il s'appelle laviandecachère.fr. Vous pouvez retrouver aussi, c'est le même nom sur Facebook, sur Instagram. Il faut savoir pas mal de choses. Pour le lancement, on a fait des offres un peu particulières. Si vous vous rendez sur le site, vous avez l'occasion de tourner la roue. La roue, elle peut vous permettre d'avoir certaines réductions. Elle est sympa, cette roue. Puis moi, adore j'adore. cette roue. Qui va souvent au casino, Chagall, elle aime tourner la roue. On adore. Franchement, on est très très content de cette petite découverte de la roue. En tout cas, vous pouvez la retrouver tout de suite sur le site laviandecachère.fr et vous pouvez voir, vous pouvez la tourner et avoir des réductions qui sont quand même vachement intéressantes, de 5 à 20%. Dès que le site sera ouvert aux commandes, on espère le mois prochain, le mois qui arrive, vous pourrez profiter de ces Et je offres. sais que tu reviendras et qu'on pourra parler justement du business et de ce qui se passe avec la viande cachère. Et ça sera une émission où les gens pourront interagir. Exactement. Donc ça Avec sera grand sympa plaisir. et ça sera quand il y aura les commandes qui pourront être faites. Exactement. Merci à tous. Juste une dernière question. Je sais que tu es un entrepreneur et que tu as plein d'entreprises. Quel conseil tu donnerais à ceux qui nous suivent et qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ? En quelques mots. En quelques mots, je vais essayer de le faire, mais pour moi, c'est plutôt que de donner des paroles un peu creuses, je vais donner ce qui m'a guidé moi. Et je pense que je pars du principe que si certaines personnes arrivent à aller loin, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas y arriver. C'est assez simple et j'essaie de faire mes choix. Donc tout le monde peut y arriver et il faut être persévérant. C'est ça, il faut faire les bons choix. Merci beaucoup. Merci Richie, merci Chagall, merci Benjamin. J'ai été ravie de vous avoir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de The Digital Theory.